sur ce plateau, trop, on a parlé de l'homme blanc, en fait, qui serait un problème. Mais l'homme blanc, il a le droit aussi d'être représenté aux États-Unis. C'est pas l'incarnation du mal. Enfin, à un moment, il faudrait... Et c'est incroyable que moi, je me retrouve un peu à défendre aujourd'hui Trump, alors que je ne suis pas en soutien à beaucoup de ces politiques. Il était 6 heures quand j'ai vu cet extrait et autant vous dire qu'il m'a énormément choquée. Quand on parle aujourd'hui du groupe social que représentent les hommes blancs, d'accord, on ne parle pas uniquement sur le plan individuel. Dire aujourd'hui qu'ils ne représentent pas, ils n'incarnent pas le mal absolu, ce serait un peu oublier et effacer toute l'histoire de l'humanité. Littéralement, nous existons depuis des milliards d'années, mais chaque fois que l'homme blanc, ce groupe social, est allé à la rencontre en fait de ceux qu'il ne connaissait pas, pour des raisons capitalistes, obviously, depuis 4 à 5 siècles, ils foutent absolument la merde partout. Je pense que c'est beaucoup trop facile aujourd'hui de dire que oui, l'homme blanc n'incarne pas le mal absolu, quand on sait finalement que depuis qu'ils ont été par exemple en Amérique, le continent dont elle parle dans cette émission, c'est un continent où ils ont quasiment tué la population de 95%, que ce soit la population américaine globale, nord, centre et sud, d'environ genre 100 millions de personnes à 10 millions de personnes. Et c'est amené de différentes manières avec la colonisation, avec les maladies avec lesquelles ils sont venus, etc. Donc voilà, c'est un peu trop facile de dire que finalement, ils n'ont rien fait, ce n'est pas l'incarnation du mal. Pareil pour les Africains, il y a eu la colonisation, on leur a ouvert les portes de chez nous, d'accord, on a tendu les mains, et en retour, qu'est-ce qu'on a eu? On nous les a coupés. Un génocide, en fait, qui a eu lieu au Congo, qui aujourd'hui n'est même pas reconnu. C'est 15 millions de personnes, en fait, qui sont mortes, en fait, à cause de la colonisation. Ce Léopold, quand on parle de ce groupe social-là et dire que c'est pas l'incarnation du mal, j'ai pas envie de dire que elle a complètement tort, mais en même temps, il y a lieu de se poser la question de finalement, qu'est-ce qui a été fait depuis l'apparition de ces gens-là pour le reste de l'humanité et qu'est-ce que ça a causé comme évolution, surtout qu'en fait, c'est une petite minorité qui s'est retrouvée à faire des trucs catastrophiques. Vous savez, il n'y a qu'un groupe social aux États-Unis dont l'espérance de vie n'arrête pas de baisser, c'est l'homme blanc aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas normal pour le pays le plus riche du monde. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait un retour de bâton. Et là, ensuite, elle justifie un peu le propos de Trump et ses politiques, même si elle dit qu'elle ne le défend pas complètement. Il y a un groupe social qui n'arrête pas de baisser dans l'un des pays le plus riches du monde, c'est celui des hommes blancs. Alors, je pense que c'est déjà, premièrement, un peu faussé de dire ça quand on connaît les raisons pour lesquelles il y a en fait une drastique baisse de l'espérance de vie des hommes blancs aux États-Unis. Ça n'a absolument rien à voir avec le pourquoi du comment Trump en fait se retrouve à faire les politiques qu'il mène, des études qui montrent en fait quelles sont les causes de décès la plupart du temps des hommes blancs, et c'est souvent lié au phénomène qu'on appelle the death of despair, les morts désespoir. Littéralement, la plupart du temps, les hommes blancs en moyenne meurent de suicide, d'overdose avec des opioïdes et des maladies qui vont être liées à l'alcoolisme. Généralement, cette espérance de vie baisse pour des hommes en fait qui n'appartiennent pas aux hautes classes, aux hautes sociétés. Donc, ce sont des hommes en fait de la classe populaire, en particulier dans certaines régions rurales, et leur espérance de vie a commencé à diminuer depuis les années 2000 pour les raisons que je vous ai citées. Et ces tendances ont justement été documentées par des économistes reconnus comme Anne Keyes ou encore Angus Deaton. Et je pourrais même rajouter un petit point. Premièrement, quand on s'interroge sur ce qu'elle dit, on peut donc se rendre compte que l'espérance de vie des hommes blancs des classes populaires diminue aux États-Unis. Ce n'est pas à cause de l'immigration, comme le fait croire Donald Trump. Ce n'est pas à cause des étrangers, c'est simplement à cause du système capitaliste qui, dans la société occidentale aussi, privilégie énormément l'individualisme, etc. Ce qui entraîne finalement toutes les logiques en fait derrière qui vont causer ces morts désespoir, notamment en fait le manque de structure communautaire, etc., etc. Parce que par exemple, si on regarde la raison pour laquelle des hommes racisés, je vais parler des hommes noirs, hispaniques, etc., meurent, c'est des raisons qui sont très différentes, qui sont liées en fait à un racisme structurel, un manque d'accès aux soins de santé, à la prévention aussi, et à tout ce genre de choses. Donc il y a vraiment une mort en fait qui est causée directement par le système dans un désir justement de les exclure. Les hommes noirs, par exemple, ils meurent d'homicide, etc. Alors que les hommes blancs, c'est vraiment en fait le résultat ou bien l'étape finale quelque part d'un capitalisme qui a très bien marché. Et aujourd'hui, on se rend peut-être pas compte, aussi avec l'analyse de cette femme, c'est que les soutiens communautaires qui existent dans les communautés racisées, parce qu'elles doivent faire face à un système qui ne les privilégie pas, d'accord, de par la question de race, de par la question de classe et j'en passe, sont justement des structures en fait qui vont permettre de résister à cette oppression capitaliste. Notamment, il y a ce qu'on appelle
s'appelle aux États-Unis Health System Latino, something like that. Et ça montre justement en fait comment est-ce que les communautés racisées finalement arrivent à se structurer pour finalement en fait former un espace communautaire là où on va observer le moins ces morts des espoirs. Donc quand elle dit que la population en fait des hommes blancs a drastiquement diminué, il faudrait bien expliquer aux gens pourquoi. Troisièmement, pour la question culturelle. Vous avez cette idée des États-Unis que ce n'est que Hollywood et New York. En fait, les États-Unis, c'est pas que New York et Hollywood, c'est aussi un pays très conservateur socialement, très puritain, avec des clashs culturels qui ont été très durs dans les années 60. On a oublié ce que c'était les années 60, lors de le mouvement pour la libération de la femme, lors du mouvement pour l'égalité. On en a parlé tous. Et je pense que personne en France ne parlait des États-Unis en ces termes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après une domination culturelle du côté New York, LA, aujourd'hui, il y a un retour de bâton et une affirmation culturelle de la part de cette Amérique moyenne, de l'intérieur, l'Amérique profonde, qui dit en fait non, nos valeurs sont des valeurs conservatrices, traditionnelles, réactionnaires. Effectivement, il faut aussi accepter que ça fait partie des États-Unis. Face à cet argumentaire du fait que aujourd'hui les États-Unis sont un pays très conservateur à la base et très puritain et qu'on doit respecter leur culture et qu'on doit l'accepter, j'ai l'impression qu'en fait vous essayez toujours de justifier par le biais culturel le fait que nécessairement les choses que vous faites soient des choses en fait qui nuisent à l'intégrité d'autres groupes et ça que ce soit de manière mentale, physique et j'en passe, mais surtout physique parce que c'est vraiment cet aspect-là qui est visible. Aujourd'hui, en fait, être dans un mouvement conservateur, etc. Encore une fois, je dis et je redis, aller apprendre en fait l'histoire du conservatisme, ça veut dire quoi encore aujourd'hui être conservateur? Quand tu es vraiment conservateur, surtout dans un pays comme les États-Unis, ça veut dire que tu es pour en fait la hiérarchisation raciale, ça veut encore dire en fait que tu es pour l'esclavage ou bien ce genre de choses en fait et que tu n'acceptes pas nécessairement les étrangers. Donc, il y a tellement de choses qui englobent en fait la logique conservatrice et moi je refuse aujourd'hui qu'on veut tout le temps caractériser ça de quelque chose de culturel alors que si vous voulez considérer ça comme des productions culturelles, mais c'est des cultures qui sont mauvaises, qui ne sont pas bonnes du tout pour l'humanité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quand ça concerne les pays en fait non occidentaux directement, par exemple en Inde, vous allez voir des trucs qui sont imbriqués dans la culture, comme par exemple les crimes d'honneur, et vous allez dire oui mais non c'est pas bien, ça respecte pas le droit des femmes, etc. Et dire que c'est certes ça fait partie de la culture indienne, mais ce sont des choses à abolir, tout comme peut-être le système des castes, etc. Mais quand ça apparaît en fait au niveau de la société occidentale, vous êtes incapable en fait de comprendre que ces mêmes cultures en fait que vous dénoncez chez les autres sont aussi présentes chez vous et qu'elles méritent d'être bannies très clairement. Donc il n'y a aucune glamorisation en fait à être un pays conservateur et puritain quand on sait que ce conservatisme en fait ça s'est basé sur la mort de 95% de la vraie population américaine. Donc think before saying like make America great again. It doesn't make any sense. It really doesn't make any sense because obviously you were even not from America, you know, and now you try to set a culture, you try to say to people that this is how you used to be, but it was never you on that land. It was literally never you. So you cannot just say to people, oh yeah, we want our culture to be respected, while actually when you came on the land, you did not even respect the lives for the people or like the life of the people that were there before you, okay?